Il se tut, ne sachant trop par où commencer. Il ne serait pas facile d'expliquer une chose pareille à quelqu'un qui ne comprenait pratiquement rien à l'apiculture. Tu sais, n'est-ce pas, dit-il, que chaque tribu d'abeilles n'a qu'une reine. Oui, et que cette reine est celle qui pond tous les œufs. Oui, mon cher, mais c'est à peu près tout ce que je sais. Parfait. Eh bien, cette reine peut en réalité pondre deux sortes d'œufs. Ça, tu ne le savais pas. C'est un des miracles de la ruche. Elle pond des œufs qui produisent les faux bourdons et des œufs qui produisent les ouvrières. C'est bien un miracle, n'est-ce pas, ma belle? Mais oui, Albert, c'en est un. Les faux bourdons sont les mâles, nous n'avons pas à nous en occuper. Les ouvrières ainsi que la reine, naturellement, sont des femelles. Mais les ouvrières sont des femelles asexuées, si tu vois ce que je veux dire. Leurs organes ne sont pas développés du tout. Tandis que la reine est d'une fécondité extraordinaire. Elle peut pondre son poids d'œufs en un seul jour. Il hésita, comme pour mettre de l'ordre dans ses idées. Maintenant, voici ce qui arrive. La reine fait le tour du rayon pour pondre ses œufs dans ce que nous appelons les alvéoles. Tu sais bien, ces centaines de petits trous que l'on voit dans un rayon de miel. Eh bien, un rayon à œufs, c'est pareil, sauf que ces alvéoles ne contiennent pas de miel, mais des œufs. Elle pond un œuf dans chaque alvéole, et au bout de 3 jours, chacun de ces œufs donne naissance à une petite larve. Alors, dès que cette larve apparaît, les jeunes ouvrières se rassemblent autour d'elle et se mettent à la nourrir à outrance. Et sais-tu ce qu'elle lui donne à manger? De la gelée royale, répondit patiemment ma belle. Voilà, s'écria-t-il, c'est exactement ce qu'elles lui donnent. Elles extraient ce truc d'une glande de leur tête et le font pénétrer dans l'alvéole pour nourrir la larve. Et qu'arrive-t-il alors? Il se tut spectaculairement, en clignant de ses petits yeux gris à queue. Puis il se tourna lentement sur son fauteuil et étendit la main vers la revue qu'il lisait la veille au soir. « Tu veux connaître la suite ?» lui demanda-t-il en se mouillant les lèvres. « Je suis très impatiente, continue. La gelée royale, lut-il à haute voix, doit être un aliment d'un pouvoir nourrissant extraordinaire, car, durant son régime seulement, la larve augmente de 1500 fois son poids en 5 jours. Combien? 1500 fois, ma belle. Et sais-tu ce que cela signifie à l'échelle humaine? Cela signifie, dit-il en baissant la voix, penché en avant pour la fixer de ses petits yeux bleu pâle, cela signifie qu'en 5 jours, un bébé, pesant 7 livres et demi au départ, atteindrait un poids de 5 tonnes. Madame Taylor posa encore son tricot. Bien sûr, il ne faut pas prendre cela trop à la lettre, ma belle. Et pourquoi pas? Ce n'est qu'une façon de parler, purement scientifique. Très bien, Albert. Continue. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire, dit-il. Le plus important va venir. Je ne t'ai même pas encore parlé de ce que la gelée royale a de plus étonnant. Je vais te démontrer comment elle peut transformer une vulgaire petite abeille ouvrière, sans grâce et pratiquement sans aucun organe sexuel, en une belle reine, majestueuse et féconde. Veux-tu dire par là que notre bébé est vulgaire et sans grâce? Demanda-t-elle sur un ton aigre. Ne prends pas les choses de cette façon, ma belle, je t'en prie. Écoute plutôt. Savais-tu que l'abeille reine et l'abeille ouvrière, bien que complètement différentes en grandissant, sont nées de la même sorte d'œuf? Je n'y crois pas, dit-elle. Aussi vrai que je m'appelle Albert. Chaque fois que les abeilles désirent qu'une reine naisse d'un œuf, elles peuvent l'obtenir. Mais comment? Ah, fit-il en braquant sur elle un énorme index. C'est cela, justement, tout le secret est là. Eh bien, toi, qu'en penses-tu? D'où vient ce miracle? De la gelée royale, répondit-elle. Tu me l'as déjà dit. De la gelée royale, en effet, s'écria-t-il, en claquant des mains et en bondissant de son siège. Sa grosse figure rayonnait d'animation et 2 plaques écarlates étaient apparues sur ses pommettes. Voici comment cela se passe. Je serai bref. Donc, les abeilles désirent une nouvelle reine. Alors, elles construisent un alvéole particulièrement grand. On appelle cela un alvéole royal. Et elles font en sorte que la vieille reine y ponde un œuf. Quant aux autres 1999 œufs, elle les pond dans les alvéoles ouvriers. Bon, dès que ces œufs se sont mués en larves, les nourrices les entourent pour leur fournir la gelée royale. Toutes y ont droit, les ouvrières comme la reine. Mais voici l'essentiel, écoute-moi bien. Les larves ouvrières ne reçoivent cette merveilleuse nourriture que durant les 3 premiers jours de leur vie de larve. Après quoi, c'est le sevrage. Mais c'est beaucoup plus brusque qu'un sevrage ordinaire. Au bout de ces 3 jours, donc,
On leur donne directement la nourriture, plus ou moins habituelle des abeilles, un mélange de miel et de pollen. Et 15 jours plus tard, elles sortent de leurs alvéoles comme ouvrières. Mais il en est autrement de l'alvéole royal. Celui-là reçoit la gelée royale pendant tout son état larvaire. Les nourrices la versent simplement dans l'alvéole, abondamment, si bien que la petite larve y flotte littéralement. Et c'est cela qui fait d'elle une reine. « Tu ne peux pas le prouver, dit-elle. « Ne dis pas de sottises, ma belle, je t'en prie. Des milliers de gens ne cessent de le prouver, des savants universellement célèbres. Il s'agit simplement d'extraire une larve d'un alvéole ouvrier. C'est ce que nous appelons une greffe. Et de la faire alimenter le temps nécessaire en gelée royale. Et hop, la voilà reine. Et ce qui rend la chose encore plus miraculeuse, c'est la différence énorme qui existe entre une reine et une ouvrière quand elles ont grandi. L'abdomen a une forme différente, l'aiguillon est différent, les pattes sont différentes. Et en quoi les pattes sont-elles différentes ? Demanda-t-elle pour le mettre à l'épreuve. Les pattes, c'est ce que les ouvrières ont aux pattes des petites poches pour transporter le pollen. La reine n'en a pas. Mais il y a autre chose. La reine a des organes sexuels parfaitement développés. Les ouvrières n'en ont pas. Et le plus étonnant, ma belle, c'est que la reine vit en moyenne de 4 à 6 ans. L'ouvrière, elle, dépasse à peine quelques mois. Et toutes ces différences sont dues à la gelée royale. Il est difficile d'admettre qu'un aliment ait toutes ses vertus, dit-elle. Naturellement que c'est difficile. C'est là un autre miracle de la ruche. C'est même le plus grand de tous. Pendant des centaines d'années, il a déconcerté les plus illustres savants. Attends un peu, ne bouge pas. De nouveau, il courut vers sa bibliothèque et se mit à farfouiller dans les livres et les revues. Je vais te montrer des articles. Attends, en voilà un, écoute un peu. Il se mit à lire à haute voix un article du Journal américain de l'abeille. Établi à Toronto, où il dirige un laboratoire de recherche dont le peuple canadien lui a fait don, en reconnaissance du très grand service rendu à l'humanité par sa découverte de l'insuline, le docteur Frédéric A. Banting fut intéressé par la gelée royale. Il demanda à son équipe d'en faire une analyse fractionnée de base. Il s'interrompit. Bon, ce n'est pas la peine de tout lire, mais voilà ce qui s'est passé. Le docteur Banting et son équipe prélevèrent un peu de gelée royale dans les alvéoles royaux qui contenaient des larves de 2 jours pour procéder à l'analyse. Et devine ce qu'ils ont trouvé. Eh bien, ils ont trouvé du phénol, du stérol, du glycéryl, de la dextrose, et tiens-toi bien, 80 à 85% d'acides inconnus. Il se tenait près de la bibliothèque, la revue à la main. Il avait un drôle de sourire triomphal. Sa femme le regardait, ahurie. L'homme n'était pas très grand. Son corps était replet, ses jambes courtes et légèrement arquées. La tête était ronde et énorme, couverte de cheveux soyeux coupés très courts, et la plus grande partie du visage, maintenant qu'il ne se rasait plus jamais, était cachée sous une broussaille de 3 cm de long, d'un brun jaunâtre. En somme, il était plutôt grotesque à voir. 80 à 85% d'acide inconnu, dit-il. N'est-ce pas fantastique ? Il se retourna vers la bibliothèque à la recherche d'autres revues. Des acides inconnus ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la question est là, personne ne le sait. Même Banting n'a pu le trouver. As-tu entendu parler de Banting ? Non. C'est à peu près le plus célèbre médecin vivant du monde, c'est tout dire. En le regardant, pendant qu'il fredonnait devant sa bibliothèque, avec cette tête soyeuse, ce visage velu, ce corps empâté, elle ne put s'empêcher de lui trouver en quelque sorte, et par une étrange coïncidence, un petit air d'abeille. Elle avait vu souvent des femmes se mettre à ressembler aux chevaux qu'elles montaient, et puis tous ces gens qui finissent par ressembler aux serins, aux bulldogs ou aux loulous de Poméranie qu'ils élèvent, mais jusqu'à présent, elle ne s'était jamais aperçue que son mari avait quelque chose d'une abeille. Cela lui fit un petit choc. Ce Banting, a-t-il essayé d'en manger, de cette fameuse gelée ? Demanda-t-elle. Bien sûr que non, ma belle. Il n'en avait pas assez pour ça, c'est trop précieux. Sais-tu, fit-elle en souriant, sais-tu ce que tu commences toi-même à ressembler un peu à une abeille ? Il se retourna pour lui faire face. C'est la barbe qui te donne cet air-là, dit-elle. Tu devrais la couper. Même qu'elle est un peu couleur d'abeille, tu ne trouves pas ? Bon, de qui te fous-tu, ma belle ? Albert, dit-elle, ton langage. Bon, veux-tu que je continue, oui ou non ? Oui, mon chéri, excuse-moi, je plaisantais. Vas-y, continue. Il prit sur un rayon de sa bibliothèque une autre revue et se mit à la feuilleter. Écoute un peu, ma belle. En 1939, Hale
fit des expériences sur des rats de 21 jours en leur injectant de la gelée royale en quantité variable. Cela eut pour résultat un développement folliculaire précoce en proportion directe à la quantité de gelée royale injectée. « Voilà !» cria-t-elle, « je le savais bien. » « Mais qu'est-ce que tu savais ? » ?»« Je savais que quelque chose de terrible allait arriver. »« Sottise. Il n'y a rien de mal à cela. Mais écoute encore. Steele et Burdett injectèrent de la gelée royale à un rat qui jusque-là avait été incapable de se reproduire. Après l'intervention, le rat se montra capable de devenir père plusieurs fois. « Albert, s'écria-t-elle, on ne peut tout de même pas donner un truc pareil à un bébé, c'est beaucoup trop fort. »« Quelle idée, ma belle. Mais si c'est inoffensif, pourquoi l'essayent-ils seulement sur des rats ? Pourquoi tes fameux savants n'en prennent-ils pas eux-mêmes ? Ils sont bien trop malins, voilà. Ce n'est pas ton docteur Banting qui va prendre le risque de se voir pousser des ovaires. Mais ils en ont donné à des gens, ma belle. Il y a tout un article à ce sujet. Écoute. » Il tourna la page et lut. À Mexico, en 1953, un groupe de médecins éclairés se mit à prescrire des doses minimes de gelée royale contre des maux tels que la polynévrite, l'arthrite, le diabète, l'auto-intoxication due au tabac, l'impuissance des hommes, l'asthme, le croup, la goutte, etc. Nous possédons des piles de témoignages signés. Un agent de change connu de Mexico était atteint d'un psoriasis particulièrement tenace. À peu près défiguré par cette maladie, il perdit une partie de sa clientèle. Ses affaires s'en ressentirent. Désespéré, il eut recours à la gelée royale. Une goutte à chaque repas. Et ni vu ni connu, il était guéri en 15 jours. Un garçon de café, du café Géna à Mexico également, raconte que son père, après avoir absorbé quelques petites doses de cette substance miraculeuse, engendra un enfant bien portant et vigoureux, alors que lui-même était âgé de 90 ans. Un organisateur de courses de taureaux à Acapulco, se trouvant flanqué d'un taureau qui paraissait plutôt léthargique, lui injecta 1 gramme de gelée royale juste avant son entrée dans l'arène. La bête devint si déchaînée qu'elle expédia aussitôt 2 picadors, 3 chevaux, un matador, et finalement... « Écoute, dit Madame Taylor, on dirait que le bébé pleure. » Albert leva les yeux et tendit l'oreille. Oui, c'était certain. Des beuglements bien audibles parvenaient de la chambre à coucher. « Elle doit avoir faim, dit-il. »« Mon Dieu !» cria-t-elle en sursautant après avoir consulté sa montre. « L'heure est déjà passée. Prépare vite le mélange, Albert, je monte la chercher. Dépêche-toi, je ne veux pas la faire attendre. » Au bout de quelques secondes, Madame Taylor était de retour, portant dans ses bras le bébé qui hurlait. Elle semblait mal habituée encore au tapage que peut faire un nourrisson bien portant et affamé. « Vite, vite, Albert !» fit-elle en s'installant avec le bébé dans le fauteuil. « Viens vite !» Albert revint de la cuisine et lui tendit le biberon plein de lait chaud. « Il est à point, dit-il, pas besoin de le goûter. » Elle cala la tête du bébé au creux de son bras. Puis, elle enfonça la tétine dans la bouche largement ouverte pour hurler. Le bébé se mit à sucer et les hurlements cessèrent. Madame Taylor se détendit. « N'est-elle pas adorable, Albert ? Elle est extraordinaire, ma belle, grâce à la gelée royale. Assez, mon chéri, je ne veux plus entendre parler de ce truc affreux, cela me fait peur. »« Tu as tort, dit-il. » Le bébé continuait à téter le biberon. « On dirait qu'elle va encore le vider, Albert. »« Oh, j'en suis sûr, dit-il. » Au bout de quelques minutes, le biberon était vide. « Oh, comme tu es sage !» s'écria Madame Taylor en essayant de retirer doucement la tétine. Alors, le bébé suçait plus fort pour la retenir. La femme fut alors obligée de lui donner un petit coup pour pouvoir la dégager. « Ouah, ouah !» fit le bébé. « Méchante fille, dit Madame Taylor. » Elle souleva le bébé et lui tapota le dos. Il rota 2 fois de suite. « Voilà, mon petit ange, tout va bien maintenant. » Les cris cessèrent. Mais, au bout de quelques secondes, ils reprirent de plus belle. « Fais-la rôter encore, dit Albert, elle a bu trop vite. » La femme mit le bébé sur le côté pour lui frotter le dos, puis sur l'autre côté, puis sur le ventre. Elle le mit à cheval sur ses genoux, mais il ne rotait plus, et les hurlements devenaient de plus en plus forts. « Elle se fait les poumons, dit en souriant Albert. C'est ainsi que cela se passe toujours, le savais-tu, ma belle ? Là, là, fit la femme en couvrant de baisers le visage de l'enfant. Ils attendirent 5 minutes de plus, et les hurlements ne semblaient pas vouloir cesser.
Elle a besoin qu'on lui change ses couches, dit Albert. Il alla en chercher une propre à la cuisine, et Madame Taylor la changea. La situation demeurait la même. « Ouin, ouin !» faisait le bébé. « Tu ne l'as pas piqué avec l'épingle à nourrice ?»« Mais bien sûr que non !» répondit-elle en tâtant la couche pour en être certaine. Ils étaient assis dans leur fauteuil, face à face, en attendant que le bébé se lassât de crier. « Sais-tu, ma belle ?» dit enfin Albert Taylor. « Quoi donc ? Je suis sûr qu'elle a encore faim. Elle réclame son biberon, voilà tout. Si je lui préparais un supplément. » « Nous ne devrions peut-être pas, Albert, mais si, ça lui fera du bien, dit-il en se levant. Je vais lui chauffer un autre biberon. Il s'absenta quelques minutes, puis revint en portant un biberon plein jusqu'au bord. « J'ai fait le double, annonça-t-il. 8 onces. On ne sait jamais. Mais tu es fou, Albert. Tu ne sais donc pas que la suralimentation est aussi dangereuse que le contraire? Tu n'es pas obligé de tout lui donner, ma belle. Tu peux t'arrêter quand tu veux. Vas-y, dit-il, debout près d'elle. Donne-lui à boire. Madame Taylor taquina la lèvre du bébé du bout de la tétine. La petite bouche se referma comme une trappe sur le caoutchouc et ce fut le silence. Le corps de l'enfant se détendit et une expression de béatitude se répandit sur son petit visage. « Tu vois bien, ma belle, qu'est-ce que je te disais ?» La femme ne répondit pas. « Elle est vorace. Voilà ce qu'elle est. Regarde-la donc. » Madame Taylor surveillait le niveau de lait dans le biberon. Il s'écoulait rapidement et, en peu de temps, 3 ou 4 onces sur les 8 avaient disparu. « Voilà, dit-elle, ça ira. Mais tu ne peux pas l'enlever maintenant, ma belle. Si, mon cher, il le faut. Laisse-la boire tout, et pas d'histoire. Mais, Albert, elle est affamée, tu ne le vois pas? Mange, ma beauté, dit-il. Vas-y, finis ta bouteille. Ça m'ennuie, Albert, dit la femme. Mais elle ne retira pas le biberon. C'est simple, ma belle. Elle rattrape le temps perdu. Au bout de 5 minutes, la bouteille était vide. Doucement, Madame Taylor retira la tétine et, cette fois-ci, le bébé se laissa faire et n'émit aucun bruit de protestation. Il était allongé sur les genoux de sa mère, les yeux noyés de contentement, la bouche entr'ouverte, les lèvres barbouillées de lait. « 12 onces, ma belle, dit Albert Taylor. 3 fois la quantité normale, n'est-ce pas stupéfiant ?» La femme contemplait le bébé, mais son visage était redevenu anxieux, et ses lèvres se crispaient, comme la veille. « Qu'as-tu encore ?» demanda Albert. « Tu ne vas tout de même pas me dire que tu es inquiète. Comment veux-tu qu'elle récupère normalement avec 4 malheureuses petites onces? Ne sois pas ridicule. »« Viens ici, Albert, dit-elle. »« Qu'y a-t-il ? Je t'ai dit de venir. » Il s'approcha. « Regarde et dis-moi si tu ne remarques rien. » Il scruta le bébé de plus près. « Elle a l'air d'avoir grandi, si c'est cela que tu veux dire, grandi et engraissé. Prends-la, ordonna-t-elle. Vas-y, soulève-la. » Il prit le bébé sur ses genoux pour le soulever. « Bon Dieu !» s'écria-t-il. « Elle pèse 1 tonne !»« Exactement. »« Mais c'est merveilleux !» fit-il rayonnant. « Elle est tout près d'atteindre son poids normal. »« Ça me fait peur, Albert, c'est trop rapide. Mais tu te fais des idées. C'est cette dégoûtante gelée royale qui a fait ça, dit-elle. Je déteste ce truc. »« La gelée royale n'a rien de dégoûtant, » répondit-il avec indignation. « Mais ne perds pas la tête, Albert. Tu trouves normal qu'un bébé reprenne du poids à cette vitesse ? » « Tu n'es jamais contente, » cria-t-il. « Tu as peur quand elle maigrit, et tu es complètement terrifiée parce qu'elle grossit. Mais qu'est-ce que tu as, ma belle ?» La femme quitta son fauteuil, et, le bébé dans les bras, se dirigea vers la porte. « Tout ce que je peux dire, fit-elle, c'est que c'est une chance que je sois là pour t'empêcher de lui en donner davantage. C'est tout. » Elle sortit, et par la porte ouverte, Albert la vit qui traversait le vestibule. Elle arriva au pied de l'escalier et se mit à monter. Mais, au bout de 3 ou 4 marches, elle s'arrêta soudain, comme si elle venait de se rappeler quelque chose. Puis elle se retourna pour redescendre rapidement et regagner la chambre. « Albert ?» dit-elle. « Oui. Je suppose que tu n'as pas mis de gelée royale dans son dernier repas. »« Pourquoi le supposer ? » ?»« Albert ! Mais quel mal y a-t-il à cela ?» demanda-t-il d'une voix douce et innocente. « Tu as osé !» cria-t-elle. La grosse figure barbue d'Albert Taylor prit une expression perplexe. « Je ne te comprends pas, tu devrais être heureuse qu'elle ait pris une belle dose, dit-il, car je suis honnête, je lui ai donné une belle dose, tu peux me croire. » La femme se tenait dans l'encadrement de la porte, le bébé endormi dans les bras. Elle était droite et immobile, comme figée par la colère,
le visage blême, les lèvres plus serrées que jamais. « Écoute-moi bien, dit Albert, tu as une enfant qui gagnera bientôt tous les concours du pays. Au fait, pourquoi ne la pèses-tu pas maintenant? Veux-tu que j'aille chercher la balance ?» Elle se dirigea droit vers la grande table qui se trouvait au centre de la pièce, y posa le bébé et se mit à le déshabiller avec hâte. « Oui, siffla-t-elle, apporte la balance. » Elle retira la petite chemise, puis les sous-vêtements. Elle défit les langes et les jeta. Le bébé apparut, nu, sur la table. « Mais ma belle, s'écria Albert, c'est un miracle. Elle est ronde comme une boule. » Et en effet, l'enfant avait pris une masse de chair étonnante depuis la veille. On ne lui voyait plus les côtes. Avec sa poitrine potelée et son ventre bombé, elle avait l'air d'un tonneau. Les bras et les jambes, par contre, ne semblaient pas avoir subi le même changement. Toujours petits et grêles, ils faisaient penser à des bâtonnets piqués dans un ballon de graisse. « Regarde, dit Albert, elle se met même à avoir un peu de poil sur le ventre pour lui tenir chaud. » Et il étendit la main pour promener le bout de ses doigts sur le duvet soyeux, brun et jaune, apparu soudain sur l'estomac du bébé. « Ne la touche pas !» hurla la femme. Ses yeux flamboyaient. Elle ressemblait soudain à un petit oiseau rapace, le cou tendu vers lui, comme si elle était sur le point de lui sauter au visage pour lui arracher les yeux. « Écoute-moi un instant, fit-il en reculant. « Mais tu dois être fou, cria-t-elle. « Écoute-moi une seconde, ma belle. Je t'en supplie. Je vois que tu crois toujours que ce produit est dangereux. C'est bien ce que tu penses. Eh bien, écoute-moi. Je vais maintenant te prouver, une fois pour toutes, que la gelée royale est absolument sans danger pour l'organisme humain, même si l'on force la dose. Par exemple, qu'en penses-tu? Pourquoi n'avons-nous eu que la moitié de la récolte de miel habituelle l'été dernier? Peux-tu me le dire? Il avait pris quelques mètres de recul en parlant, et là, il avait l'air de se sentir plus à l'aise. La raison pour laquelle nous n'avons eu que la moitié de la récolte habituelle, dit-il lentement, en baissant la voix, c'est que j'ai transformé 100 de mes ruches à miel en ruches à gelée royale. Quoi? Cela te surprend, n'est-ce pas? Et pourtant je l'ai fait sous ton nez. Ses petits yeux étincelaient victorieusement et un sourire inquiétant rôdait au coin de sa bouche. Tu n'en devineras jamais la raison, dit-il. Jusqu'à présent, j'ai eu peur de t'en parler. Je me disais que cela pourrait, comment dirais-je, te choquer, en quelque sorte. Il y eut un petit silence, que ne troublait qu'un léger bruit de râpe produit par les deux paumes de l'homme frottées l'une contre l'autre. Te souviens-tu de l'article que je t'ai lu dans la revue L'histoire du rat, comment était-ce déjà? Steele et Burdett trouvèrent qu'un rat mâle, jusque-là incapable de se reproduire, etc., etc. Il hésita. Son sourire se fit plus large et découvrit les dents. « Tu saisis, ma belle ?» Elle demeura immobile. « La première fois que j'ai lu cet article, ma belle, j'ai sursauté. Et je me suis dit, si ça marche avec un malheureux petit rat, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas avec Albert Taylor. » Il se tut une nouvelle fois, prêt à entendre la réponse. Mais sa femme ne disait toujours rien. « Mais il y a autre chose, reprit-il. Cela m'a fait tant de bien, ma belle, et j'ai commencé à me sentir si différent de ce que j'étais avant que j'ai continué à en prendre, même après que tu m'as annoncé la joyeuse nouvelle. Je dois en avoir avalé des seaux durant les 12 derniers mois. » Le regard lourd et tourmenté de la jeune femme se promena attentivement le long du visage et du cou de son mari. Toute la peau du cou, même derrière les oreilles, jusqu'à l'endroit où elle disparaissait dans le col de la chemise, était recouverte d'un soyeux duvet, noir et jaune. « Tu te rends compte ?» dit-il en détournant la tête pour contempler amoureusement l'enfant. « Sur un fragile bébé, l'effet sera encore meilleur que sur un adulte entièrement développé comme moi. Tu n'as qu'à regarder la petite pour me dire que j'ai raison. » Lentement, le regard de la femme se posa sur le bébé. Il gisait sur la table, vêtu de sa seule blancheur grasse et comateuse, comme une espèce de larve géante qui va vers la fin de son état larvaire pour aborder bientôt le monde, muni de tout son attirail d'ailes et de mandibules. « Pourquoi ne la couvres-tu pas, ma belle ?» dit-il alors. « Il ne faut pas que notre petite reine attrape un rhume. »